Le docteur Festus sautillait dans la fange du nouvel Altdorf, et Kougas cheminait à ses côtés. Une garde d'honneur de 7 porte-peste juchés sur des drones de la peste voletait à distance respectueuse, ébloui par ce mortel, qui avait transformé le joyau de l'Empire en une bauge pestilentielle. Ils étaient suivis par une procession de porte-peste qui s'étirait jusqu'au cyclone laiteux au cœur de la ville. Depuis que l'apothicaire de Nurgle avait célébré son rituel dans les égouts d'Altdorf et ouvert une porte entre les mondes, la cité était au goût des démons du Seigneur de la Déchéance. Des mares croupies et des lianes épaisses et à la croissance exubérante étaient apparues. Les plantes, démoniaques, brisaient les vitres et les portes pour s'insinuer dans les maisons. Des appendices étranges s'enroulaient autour des statues des empereurs de jadis. De la mousse noire drapait les icônes en bronze de Sigmar, et du lichen donnait aux bustes des théogonistes des barbes surréelles qui flottaient au gré de la brise pestilentielle. Les rues étaient couvertes de touffes d'herbes folles. Une variété incroyable de plantes cherchait ses nutriments dans le sol riche en cadavres et déployait des atours tous plus horriblement magnifiques les uns que les autres. Des explosions de couleurs ponctuaient le vert et le gris. Des orchidées jaunes et rouges luisaient tout autant que le plus beau des furoncles. Des nuées d'insectes vrombissaient, des refrains primesautiers, des nurglings batifolaient dans la boue et des ruisseaux d'immondices gargouillaient joyeusement dans le caniveau. Partout abondaient végétaux et champignons et toutes sortes de formes de vie démoniaques, de la plus minuscule à la plus énorme. Ce spectacle gonflait d'allégresse le cœur de tous les serviteurs de Nurgle. Festus brillait d'une énergie immense qui faisait de lui un homme au moins 7 fois plus puissant qu'il ne l'était 1 heure auparavant. Grâce aux faveurs que lui accordait son Dieu, il n'était plus qu'à 1 doigt de l'immortalité. Kougas, qui était plus que tout autant une parcelle de son maître que les plantes démoniaques qui avaient envahi la ville, le savait mieux que quiconque. Il était ravi que son camarade fût sur le point de connaître l'apothéose et de rejoindre la cour des plus grands serviteurs de Nurgle. Après tout, il le méritait, et ses efforts pour cultiver le jardin putride devaient être récompensés à leur juste valeur. Pendant que les anciens maîtres d'Altdorf combattaient à l'extérieur des murs la ville était à la merci des démons, à l'exception du temple de Shalia. En effet, l'édifice doté d'un dôme immense et les rues qui l'entouraient restaient pures et immaculées, en dépit de la corruption des quartiers attenants. Si ce dernier havre tombait, le jardin putride serait libre de se répandre dans les moindres recoins de la ville, afin de la conquérir intégralement avant la fin de Geheimnischnacht. Le tissu de la réalité qui maintenait Altdorf avait été tellement infecté par le royaume du chaos que seuls les praticiens de la magie avaient désormais une chance infime de repousser les forces surnaturelles qui enserraient la ville. Et il fallait reconnaître que les sorciers d'Altdorf faisaient de leur mieux. Sur les berges du cours d'eau moisi qu'on nommait le Reik encore peu de temps auparavant, les sorciers dorés tissèrent un sort qui recouvrit les murs de leur collège d'une couche d'or inerte. À partir de l'édifice au toit hérissé de cheminées, crachant des fumées versicolores, cette couche d'or se répandit dans les rues alentours, afin d'empêcher les plantes démoniaques de s'enraciner. Cependant,
Même le métal n'était pas immunisé aux forces de l'entropie. La couche dorée s'écailla petit à petit, laissant prise à des plaques de mousse et à des champignons. La grande pyramide du collège lumineux, ayant été envoyée dans l'éther, les sorciers de cet ordre s'aventurèrent en nombre dans les rues. Chantant dans la langue des rois du Sud, ils conjurèrent un soleil d'énergie blanche qui bannit les démons qui s'en approchaient. Les plantes touchées par les rayons se racornissaient instantanément, mais rapidement les incantations des acolytes furent entrecoupées de tout sautements et d'éternuements, si bien que l'orbe finit par s'étioler et disparaître. Les sorciers de jade, qui manipulaient les énergies de la ville, étaient ceux qui souffraient le plus de l'expansion du jardin putride. Leur magnifique collège, un entrelac de troncs d'arbres millénaires, n'était plus qu'une parodie grotesque de lui-même. Tandis que les sorciers de l'ordre se transformaient inéluctablement en arbres de chairs étranges. Les visages de ces malheureux continuaient de hurler d'horreur dans les nœuds de l'écorce, tandis que leurs doigts bougeaient vainement au bout des branches. Seuls les sorciers flamboyants se révélèrent suffisamment féroces pour repousser efficacement la jungle envahissante. Ils se transformèrent en avatars de flammes et attaquèrent en masse, mettant le feu aux plantes aussi bien qu'aux démons qui passaient à leur portée. Pendant 6 heures, les pyromanciens détruisirent par le feu l'engeance démoniaque, mais ils finirent eux aussi par être défaits. La tempête se déchaîna rageusement au-dessus du collège flamboyant, au point que la pluie battante finit par éteindre les flammes de colère qui immolaient les sorciers. Ces derniers, épuisés et finalement vaincus, s'écroulèrent de fatigue sur le sol détrempé. Quant aux serviteurs de Chalia, Festus et Cougas se dirigeaient vers le temple pour s'occuper personnellement de ce problème. Les deux compères puisaient leur force dans la tempête de magie qu'ils avaient déclenchée dans le quartier des abattoirs. Alors qu'ils suivaient les rues encombrées de végétations et de champignons, l'effervescence du jardin putride diminuait. Le fracas d'un combat résonnait, un pâté de maison plus loin, à un endroit où les nuages d'orage se teintaient de rouge sous l'effet des flammes dévorantes. Lorsque les deux compagnons arrivèrent au coin de rue suivant et débouchèrent sur le Fleischmarkt, ils assistèrent à une scène digne des cauchemars d'un général enfiévré. Des soldats en armure maniant de grandes flamberges tailladaient une horde de porte-peste qui se massait autour d'eux. Les têtes cyclopéennes volaient dans les airs, tandis que les vétérans de l'Empire récoltaient une sinistre moisson. Derrière eux, un groupe de chevaliers montés sur des demi-griffons s'empressait de contourner les flancs des démons. Les montures déchiquetaient leur proie avec leurs becs et leurs serres et barraient le passage aux fantassins de Nurgle. De l'autre côté de la place, les flammes conjurées par les derniers sorciers flamboyants incinéraient les nuées d'asticots géants qui se dirigeaient vers eux. Des murs de flammes balayaient les rues de part et d'autre de la place et consumaient la flore démoniaque. Les Nurglings explosaient sous l'effet de la chaleur et plusieurs bâtiments avaient pris feu. Néanmoins, les nuages de la tempête s'accumulaient une fois de plus et déversèrent des trombes de liquides ignobles sur les incendies jusqu'à ce que ceux-ci s'éteignent. Cougas s'avança sur la place. Il souleva un de ses replis de chair et s'empara d'un Nurgling couinant. Il le projeta, le petit démon, dans les rangs des joueurs d'épée, et alors que le champion de l'unité allait le couper en deux avec son épée, la créature explosa et projeta une bile acide sur les visages et les mains des soldats. Des hurlements de douleur éclatèrent, provoquant l'hilarité du démon majeur.
Il prit ensuite son élan et percuta la ligne des joueurs d'épée, telle une avalanche de chair. Festus lui emboîta le pas. Le régiment de soldats était désorganisé, et ils devinrent alors des proies faciles pour les drones de la peste qui accompagnaient les deux champions de Nurgle. Les deux apothicaires poursuivirent ensuite leur chemin sans rencontrer d'opposition. Il ne restait que peu de défenseurs dans l'enceinte de la ville, et les plus rares encore étaient ceux qui osèrent attaquer un démon majeur. D'un simple mot, Festus liquéfiait les yeux des soldats et des miliciens assez stupides pour leur barrer la route. Au milieu de la place aux chandelles, ils virent un tank à vapeur qui écrabouillait les porte-pestes qui tentaient de le stopper. Son canon de tourelle projeta un jet de vapeur sur Kugath, mais le démon renversa la machine d'un simple revers de la main. Dans la rue Sigmarsen, ils aperçurent un conclave de sorciers lumineux qui abattaient des drones de la peste à l'aide d'un rayon étincelant projeté par un ensemble de lentilles et de prismes. Festus ne fit qu'un geste, qui suffit à invoquer une nuée de sangsues ailées qui vidèrent les sorciers de leur sang en quelques secondes à peine. Les deux compères repartirent. Les balles de tireurs d'élite réfugiés dans les clochers et sur les dômes les harcelaient. Mais leurs blessures se refermaient grâce aux capacités de régénération que leur maître leur avait accordées. C'était bien là la preuve de la supériorité de Nurgle. La créativité du chaos ne pouvait que prévaloir sur les misérables intentions humaines. Même la mort n'avait pas de prise en ce royaume. Pourtant, la déesse de la guérison continuait de s'accrocher à sa pureté. Ils traversèrent le pont Unterwald, bouché par des algues, et aperçurent enfin le temple de Shalia. Aucune tache ne piquetait sur ces murs d'albâtre ou les dalles blanches du parvis. Même le ciel au-dessus de l'édifice était d'un bleu cristallin, au lieu d'avoir la couleur maladive du lait caillé, comme partout ailleurs. Les environs étaient occupés par des tantes et des brancardiers, et des sœurs en robe blanche s'occupaient des blessés. Kugath arracha l'épée en bronze d'une statue de l'empereur Magnus et se rua vers le temple en beuglant. Il déchira une tente et réduisit ses occupants en pulpe d'un coup de poing. Festus resta en retrait et éructa de longues phrases en langue noire. Un gaz fuligineux sortit de sa bouche et alla s'immiscer dans les narines des sœurs paniquées. Une vieille femme coiffée d'une cornette s'approcha de lui et le frappa au visage, tout en lui enfonçant une dague dans le ventre. Festus resta interdit pendant un court instant, puis lui brisa une potion de dissolution sur la tête et inspira profondément le gaz issu de la décomposition accélérée de son visage. Depuis les airs, les drones de la peste jetaient des têtes de mort scellées avec de la cire au milieu de la foule. Les projectiles explosaient à l'impact, et même si leurs fluides immondes n'avaient aucun effet sur les sœurs, ils dévoraient la chair des soldats blessés qui tentaient de reformer une ligne de bataille devant le temple. Kugath broyait et écrasait tous les malheureux qui passaient à sa portée. Soudain, les gémissements et le cliquetis d'ossements se firent entendre non loin. Des rangs serrés de morts vivants émergèrent des rues et convergèrent vers les démons qui suivaient Kugath et Festus. À leur tête se trouvait Vlad van Karstein. Au même instant, le son d'un corps de guerre annonça l'arrivée des preux de Bretonie, et le ciel au-dessus du temple s'emplit de silhouettes ailées. Sans attendre, les morts vivants chargèrent ensemble. Sans attendre, les morts et les vivants chargèrent ensemble l'hoste démoniaque. On a donc ici une magnifique photo
des figurines avec les Bretoniens qui chargent l'hoste démoniaque, avec nos amis, les héros ici. Je vais vous faire un gros plan. Voyons maintenant les deux armées qui s'affronteront dans la prochaine bataille. Avec l'armée des demi-morts. Les blessés capables de se tenir debout ont décidé de défendre les prêtresses de Chalia qui les soignent, et sous leurs yeux ébahis, ils reçoivent des renforts non seulement sous la forme de l'hoste céleste de loup en cœur de lion, mais aussi des morts issus du passé violent d'Altdorf. Avec le comte électeur Vlad van Karstein. Les van Karstein ont toujours eu des vues sur le trône impérial et se considèrent comme les dignes seigneurs de Sylvanie et du Stirland. En offrant à Elborg un espoir de survie pour la ville, Vlad l'a poussé à accepter un pacte terrible, un titre de comte électeur en échange de son aide. L'empereur Wilhelm Ier. Vlad a trouvé un chef idéal pour ses forces en la personne de l'empereur Wilhelm Ier, un tyran ayant vécu à l'aube de l'Empire. Wilhelm avait insisté pour être enterré avec des couronnes d'or sur les yeux, plutôt que des pénis traditionnels de mort. C'est pourquoi le dieu de la mort avait refusé d'accepter un homme aussi orgueilleux dans son royaume. Les morts titubants. Les citoyens morts d'Altdorf convergent vers le temple de Chalia à l'appel de Vlad. Ceux qui ont été enterrés dans les tombes anonymes ont creusé vers la surface et ont émergé dans la jungle luxuriante qui a envahi la ville. Puis se sont rassemblés en hordes toujours plus vastes tandis qu'ils sont guidés par le vampire. Les échopiers des paysans, les instituteurs, les mendiants, des taverniers, des malandrins, des colporteurs et des dockers gémissent en se traînant pour défendre cette cité où les vivants sont désormais minoritaires. Les ultimes guerriers de la tribu des Unberogen. Parmi les cadavres qui se languissaient dans les catacombes d'Altdorf se trouvaient ceux de la tribu des Unberogen. Ces nobles guerriers qui avaient été commandés par Eldenhammer en personne de leur vivant, avaient été enterrés sous les symboles de Sigmar, et non pas de mort. Ils étaient donc à la portée des énergies nécromantiques de Vlad. Celui-ci considère la présence de ces guerriers comme une ironie plaisante. Sigmar a tué Nagash en combat singulier il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, ce sont les pouvoirs du grand nécromancien qui permettent de défendre la ville fondée au nom d'Eldenhammer. Les vivants titubants. Cet assemblage hétéroclite de troupes régulières, de mercenaires et de miliciens s'est levé des brancards avant de sortir des tentes autour du temple. Ces soldats ont récupéré leurs armes en gémissant sous l'effort et ont formé une ligne de bataille chancelante sur le parvis. Ils ont beau être blessés avec des plaies gangrénées et des infections aux poumons, ils sont décidés à se battre pour ces prêtresses qui ont bravé la contagion afin de soulager leurs maux. Les fils de la comète. Ces prédicateurs et ces prophètes de rue ont rejoint les abords du temple en affirmant que la comète à deux queues va les sauver. Et comme le temple de Chalia est la seule zone de la ville épargnée par la végétation du jardin putride, les fils de la comète le défendront avec acharnement. Ils ont été tolérés par les prêtresses tant qu'ils ne faisaient pas de tapage. Et maintenant que la comète est sur le point de s'abattre et de libérer les fidèles, ils n'ont aucune intention de quitter les environs. L'hoste céleste de loup en cœur de lion. Même si les attaques ont déjà fauché un grand nombre de champions de Nurgle à l'extérieur des murs,
Louan a compris qu'un danger encore plus grand ronge la ville de l'intérieur. Il a repéré la pureté du temple de Shalia et a mené ses chevaliers Pégases pour défendre ce sanctuaire en espérant que cela permettra d'éviter que Nurgle ravisse toute la cité et l'emporte dans le royaume du chaos. Voyons voir maintenant les héraldiques. Avec le comte électeur, maintenant nommé Vlad van Karstein, l'empereur Wilhelm I, Wilhelm Ier, les morts titubants, les tribus des guerriers des ultimes guerriers de la tribu des Umberogun, les vivants titubants, les fils de la comète, le haut paladin, loup en cœur de lion, et l'host céleste de chevalier Pégase. Voyons maintenant la force adverse, avec la joyeuse cohorte. Ah, je ne vous ai pas fait le gros plan. La joyeuse cohorte donc. Ugas et Festus s'approchent du dernier obstacle à leur plan et sont envahis d'une fureur immense. Toutefois, les démons qui les suivent ne pourraient être plus heureux car ils ont l'opportunité de parcourir le monde des mortels sous une forme aussi concrète que celle dont ils jouissent lorsqu'ils parcourent le royaume du chaos. Nous avons donc Festus, fondé de pouvoir. Festus a achevé sa quête et a rassemblé les 7 ingrédients qui lui ont permis au domaine de Nurgle de franchir le seuil de la réalité et d'infester le monde des mortels. Désormais, le docteur est à 2 doigts de l'immortalité. Kugas, le père des épidémies. Kugas a été enragé de voir que Shalia, malgré toutes les afflictions délicieuses que son maître lui avait accordées, a été ingrate au point de s'opposer à ses plans. Le démon majeur va détruire son temple, à la main nue s'il le doit. Le jardinier. Cette machine démoniaque, nommée simplement le jardinier, est chargée de veiller sur le jardin de Nurgle. Ses nombreuses pattes lui permettent de se déplacer facilement à travers les allées. Sa tâche consiste à tailler les plantes qui pourraient gêner la promenade du soir de Nurgle à travers ses domaines. Il a profité de l'apparition du portail entre les mondes pour pénétrer dans l'univers réel et a entrepris d'utiliser les sécateurs qui lui servent de main pour tailler tous les appendices qui poussent de façon anarchique sur les troncs des humains. L'host suppurant. Lorsqu'une porte entre le domaine de leur maître et Altdorf s'est ouverte, des milliers de démons mineurs s'y sont rués. Enthousiastes, mais désireux de prouver leur professionnalisme, ils ont justifié leur intrusion de leur mieux, en répandant des maladies, des parasites et des bacilles dans le royaume des hommes, et en entreprenant ensuite de les cataloguer. Putrefex. Langue molle. Le commandement de la cohorte démoniaque a été confié à Langue molle, un démon doté d'un esprit si organisé qu'il est capable de dompter les Nurglings qui éclosent dans le sillage de son host. S'il y a bien un démon en mesure de semer la confusion et la panique à la grande échelle, c'est Putrefex, Langue molle. Les anges de la fange. Les porte-pestes qui escortent les apothicaires à travers les rues d'Altdorf sont les plus redoutables de leur engeance. Chacun d'eux est juché sur un drône de la peste, si vieux qu'il se nourrissait déjà des premiers habitants de l'Empire. Les anges de la fange défendent depuis longtemps le manoir de Nurgle et maintenant que le domaine fécond de leur maître s'étend, leur terrain de chasse s'agrandit tout autant. Les folâtreurs. Des myriades de Nurglings surexcités se sont déversés de la faille entre les mondes. Lors de leur arrivée à Altdorf,
Ils se sont mis au travail sur le champ, en s'éclaboussant mutuellement dans la boue, en couinant, en mordillant les chevilles des passants, en proutant et en simulant des duels avec leur intestin, et de façon générale, en remplaçant l'ordre et les pompes de la capitale par la célébration tumultueuse de la vie sous toutes ses formes. Les gros jabots. Les Nurglings du jardin putride ne sont pas les seuls à être enthousiastes à l'idée de vivre cette nouvelle aventure. Des bêtes de Nurgle bondissent derrière les porte-pestes et sont si excitées qu'elles s'arrêtent régulièrement pour se soulager. Chacun de leurs jets acides dissolvant tout ce qu'ils touchent, mais l'heure étant aux célébrations, les autres démons leur pardonnent facilement leur joie un petit peu trop exubérante. Voyons voir maintenant les héraldiques. Avec Festus le fondé de pouvoir, Cougas le père des épidémies, Putrefex Languemolle, les anges de la fange, l'ost suppurant, les folâtreurs, les gros jabots et le jardinier.